Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Nous allons donc commencer ce cours en partant des éléments que je vous ai diffusés par avance. Donc, je pense que c'est une façon de fonctionner qui est sans doute plus efficace et plus adaptée à ce type de dispositif que simplement faire comme si on faisait cours en vrai, et en fait, on le fait à distance. Donc, ça permet comme ça d'alterner des moments d'échange et des moments de travail personnel. Alors, je vais reprendre donc le PowerPoint que j'avais, enfin, disons, c'est pas tout à fait le même, je l'ai un petit peu modifié quand même, mais il est très proche donc, du diaporama que j'avais mis sur le site du cours. Alors, donc, dans la séance d'aujourd'hui, je vais rappeler rapidement les éléments de cours. On va faire les trois exercices qui étaient inclus et pour lesquels enfin, vous étiez invités à réfléchir et donc que vous étiez invités à préparer ces exercices. Donc, on va les corriger. Et puis, bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc, je ne vais pas forcément tout réexpliquer en détail, mais je vais répondre aux questions portant sur le cours si vous en avez. Alors, d'abord, je rappelle là où on s'était arrêté la dernière fois au sujet de la phrase, donc et en particulier de la distinction entre phrase et proposition, qui est le point peut-être le plus délicat ici. Hein, il faut quand même avoir cette distinction en tête, euh, qui est classique, hein, phrase et proposition. Mais souvent, on ne comprend pas bien leur articulation à ces deux notions, tout simplement parce que le concept de phrase a deux significations. Et c'est là où il faut être au clair. C'est-à-dire que vous avez d'abord, comme une première forme de compréhension de la notion de phrase, la phrase au sens graphique du terme. Hein. La phrase graphique, c'est la définition la plus utilisée en milieu, disons, d'apprentissage du français, qu'il s'agisse de français langue maternelle ou de français langue étrangère. Donc c'est une définition qu'on ne peut pas ignorer, qui est importante. Hein. Elle a un marquage à l'écrit, pas tellement à l'oral, mais bon, peu importe, on s'intéresse de toute façon prioritairement au français écrit. Donc, commence par une majuscule, termine par un point, point final, point d'interrogation, point d'exclamation ou éventuellement des points de suspension. Bon. Ça, c'est la première définition de la notion de phrase. Mais il y a une autre définition de la notion de phrase qui est la structure de la phrase. La phrase, comme on l'a définit en grammaire, c'est-à-dire qu'une phrase, c'est une structure composée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et éventuellement d'un groupe circonstanciel. Donc, vous voyez, on a un premier problème qui est la confusion de deux sens du mot phrase. Bon. Euh, alors, en fait, on utilise traditionnellement le terme de proposition pour parler de phrases qui sont, enfin de phrases au sens de la structure de phrase, qui sont intégrées dans des phrases au sens graphique du terme. C'est-à-dire, vous avez une phrase graphique, hein, et à l'intérieur, donc la phrase graphique, elle est en même temps une phrase au sens graphique et une phrase au sens grammatical, au sens de la structure de phrase. Hein. Groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Ça, c'est la phrase graphique, qui a les deux, qui est en même temps une phrase graphique et en même temps une phrase au sens grammatical. Et cette phrase graphique, elle contient d'autres phrases, mais cette fois-ci pas au sens graphique, au sens purement grammatical. Et ces phrases incluses, ces phrases au sens grammatical incluses dans la phrase graphique, c'est cela qu'on appelle des propositions. Donc, il faut bien avoir en tête cette idée qu'une proposition, c'est une structure de phrase intégrée dans une phrase graphique. Alors, parfois, il y a une seule structure de phrase, par exemple, dans une proposition on appelle parfois une proposition indépendante.
elle peut être réduite à une seule structure de phrase. Hein. Bon, dans certaines terminologies, on utilise ça. Pour dire, voilà, une phrase qui n'a pas de subordonnée, qui n'a pas de coordination, pas de juxtaposition, hein, qui se réduit donc à un groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, on peut considérer que c'est une phrase graphique qui inclut une seule structure de phrase au sens grammatical. Voilà, donc la distinction du coup entre phrase simple et phrase complexe, c'est est-ce que la phrase graphique contient une ou plusieurs structures de phrases au sens grammatical, donc une ou plusieurs propositions, et puis ensuite on distingue donc la phrase complexe par subordination et la phrase complexe par coordination ou juxtaposition. Alors j'ajoute quand même, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, j'ajoute quand même, c'est la remarque qui est en bas de la diapositive ici, c'est un point, on verra dans le texte qu'on va travailler, c'est utile, et de toute façon c'est utile en général. Il y a un cas un peu particulier qui ne correspond à aucune des deux, qui n'est ni de la subordination, ni de la juxtaposition, ou de la coordination, qui est le cas très courant dans les textes, dans les romans, qui est de la phrase dite incise. Alors, vous voyez, quand vous avez « je comprends », dit-elle, il faut partir. Donc on a bien une phrase, si vous voulez, de base qui est je comprends qu'il faut partir, je comprends, il faut partir. Enfin, ici, en l'occurrence, on a deux propositions. Hein. On a la phrase de base je comprends, il faut partir, et puis il faut partir qui serait intégré, ou alors, bon, bref, soit on considère qu'il y a dans ce cas-là, la conjonction de subordination que je comprends qu'il faut partir, qui est l'idée, ou alors on considère qu'on a deux phrases juxtaposées, hein, je comprends d'une part et il faut partir d'autre part. Je ne l'ai pas dit, mais il arrive souvent que la juxtaposition apparente corresponde en fait en profondeur à une relation de subordination. Hein. Bon, mais passons sur ce point. Là, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le dit-elle, qui est bien une proposition en plus, puisqu'il y a un verbe conjugué à un mode personnel, le verbe dire, eh bien, elle n'est pas subordonnée, elle est bien incluse dans la phrase graphique principale, enfin dans la phrase graphique, si vous voulez, mais elle est incluse sur une modalité un peu différente, qui est en fait une modalité énonciative, hein, différente. C'est-à-dire, elle n'est pas sur le même plan énonciatif, hein, puisque c'est un verbe de parole qui parle du contenu de l'énoncé, qui est je comprends, il faut partir. D'accord? Bon, c'est quelque chose de très connu, hein, l'incise, c'est très facile à repérer, mais simplement, c'est assez difficile de lui faire une place parmi les relations, si vous voulez, entre propositions. Hein. Donc, on le met à part. Il y a juxtaposition, dans la phrase complexe, il y a finalement trois grands cas. Le cas de la subordination, le deuxième cas, on regroupe coordination, juxtaposition, et le troisième cas, c'est l'incise. Alors, l'exercice proposé, c'était donc cet exercice à partir du roman, de l'autobiographie, roman autobiographique, autobiographie de Sartre, Les mots. Alors, j'avais exclu la première phrase, j'y reviendrai, parce qu'elle pose un problème particulier. On va exclure aussi une autre phrase, je n'avais pas fait attention sur le coup, mais c'est une phrase qui pose une difficulté particulière. Vous voyez, à partir de la troisième ligne, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais ces pierres levées. C'est une phrase un peu compliquée, donc j'y reviendrai à la fin. Alors, on va corriger cet exercice ensemble. Pour gagner du temps, ce que je vous propose de faire, c'est je vous propose, moi, la correction. Je ne vous interroge pas comme je le fais parfois. Mais évidemment, si vous avez des questions, vous intervenez, vous m'interrompez pour que je donne des précisions. Hein. Alors, on commence. Donc, on laisse tomber la première phrase. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, 2 points au milieu des livres. Je commence donc par la phrase qui suit. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. On a ici... Donc là je me suis arrêté à
à la phrase graphique. Hein. J'ai commencé dans le bureau de mon grand-père et je me suis arrêté à octobre, parce qu'il y a un point après octobre, donc je considère la phrase graphique. Dans cette phrase graphique, qu'est-ce qu'il y a comme proposition? Il y a, dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, une première proposition. Ensuite, juxtaposée à celle-ci, il y a une deuxième proposition. Défense était faite de les épouster, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire ici. Cette phrase est composée de deux propositions juxtaposées. Je passe maintenant à la phrase suivante. Donc, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, point virgule, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Donc, je n'entre pas dans le détail de la première phrase, simplement de la première proposition. Simplement, je vous fais remarquer qu'on a là aussi une relation de juxtaposition entre ce premier bloc, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées. Premier bloc, évidemment, qu'il faudra analyser tout à l'heure, puisqu'on a deux verbes conjugués à un mode personnel. Je ne savais pas, je les révérais. Donc, ça veut dire qu'il y a deux propositions, forcément. Hein. Mais comme c'est un peu compliqué, je laisse ça de côté. Mais je considère la globalité depuis je ne savais pas jusqu'à ces pierres levées. Là, on a une première proposition, disons. Et puis une deuxième, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait, qui est, comme dans le cas précédent, juxtaposée à la première. Hein. Donc, une phrase dans laquelle il y a deux propositions juxtaposées, sachant que dans la première, il y aura quelque chose à analyser qu'on verra ensuite. Alors, la phrase suivante est plus longue et plus intéressante. Elles se ressemblaient toutes, virgule, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Alors, pour cette proposition, on va procéder de la façon suivante. Je vais bien distinguer les différents cas. Vous avez d'abord, j'appelle P ici, la phrase graphique complète. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. À l'intérieur de cette phrase, vous avez une première proposition qui est « elles se ressemblaient toutes », qui est donc juxtaposée à la deuxième « je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire » jusqu'à la fin de la phrase. Mais à l'intérieur de cette deuxième phrase, vous avez trois subordonnées relatives, mais peu importe, pour l'instant, je demandais simplement qu'on dise combien il y avait de propositions et comment elles étaient structurées. Donc à l'intérieur de P2, j'ai une relation globale, si vous voulez, entre P1 et P2 qui est une relation de juxtaposition, mais à l'intérieur de P2, j'ai trois subordonnées, donc trois relations de subordination, qui m'avaient vu naître, qui me verrait mourir, dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Ce qui donne visuellement, si vous voulez, schématiquement, une structure de phrase de ce type-là. Vous avez la grande phrase, P, qui est la phrase graphique complète, une première proposition P1 juxtaposée à P2, et puis P2A, P2B, P2C, qui sont, je les mets sur un fond grisé pour montrer la différence de niveau et pour montrer qu'elles sont subordonnées par rapport à une principale, entre guillemets, bon, qui est donc je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, mais cette notion de principale est problématique. Alors, pourquoi elle est problématique, cette notion de principale? Parce que vous voyez bien que la relation, c'est une relation d'inclusion. On voit bien que P2A, P2B, P2C sont incluses dans la phrase P2. D'accord? Si vous dites qu'il y a une proposition principale qui est « je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques », vous donnez l'impression que cette proposition, elle est avant les autres, elle est juxtaposée en quelque sorte aux trois subordonnés. Donc, la relation, la notion de proposition principale, qui est quand même, on est un peu obligé de l'utiliser parce qu'elle est courante dans la grammaire scolaire.
en réalité, elle est très trompeuse. La proposition principale, en fait, c'est la proposition complète, c'est la proposition matrice. Hein. Ce n'est pas une vraie proposition en réalité. Ici, on a l'impression que c'en est une, mais en réalité, on l'a amputée de ces trois subordonnées. Bon, j'y reviendrai après. Donc voilà, premier exemple intéressant de structuration. Monsieur, Oui, excusez-moi, oui. et je ne comprends pas pourquoi et dans la permanence, la conjonction et ne fonctionne pas comme une proposition coordonnée. Oui, ben, elles sont coordonnées, si vous voulez. C'est la coordination entre P2C et P2B. Ah, ok. P2B Mais et P2C. sont Et coordonnées, sont mais, coordonnées. toutes, mais toutes les trois sont subordonnées. D'accord? Ok, ok, Il y a une d'accord. juxtaposition à une coordination, c'est vrai, je ne l'ai pas noté, mais ça, si vous voulez, c'est un peu. Je ne l'ai pas noté non plus entre P1 et P2, les relations de juxtaposition ou de coordination, mais vous avez raison de le préciser. Mais cette coordination et cette juxtaposition, on pourrait dire qu'entre P2A et P2B, il y a une juxtaposition aussi, puisque vous avez une virgule qui m'avait vu naître, virgule qui me verrait mourir. Bon, mais ces relations de juxtaposition et de coordination, elles sont à l'intérieur de P2 entre les subordonnées. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, on passe à la phrase suivante, qui est aussi une phrase intéressante. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait, deux points. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Donc, vous voyez qu'on est obligé d'aller jusqu'à la fin de la phrase, hein, puisque après les deux points, on n'a pas de majuscule, donc la phrase graphique, elle commence à « je » et elle s'arrête au crochet. Alors, combien on a de verbes conjugués à un mode personnel ici? Je les touchais. Alors, je dis bien un mode personnel, hein, parce que quand vous avez honoré, par exemple, on n'a pas une proposition, alors sauf dans le cas particulier de la subordonnée infinitive, mais quand on a un infinitif ou un participe, donc, qui sont donc des modes non personnels, hein, on n'a pas forcément une proposition. Hein. Alors que quand vous avez un verbe conjugué à un mode personnel, vous avez forcément une proposition. Donc, je les touchais, mais je ne savais trop qu'en faire. J'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels. On a six verbes conjugués à un mode personnel, donc on a forcément six propositions. Alors, quelles sont ces propositions? Alors, vous avez d'abord évidemment la première phrase, enfin la phrase P qui est la phrase graphique complète. Première proposition, je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière. C'est donc une proposition qui est coordonnée par mais à la suivante, P2. Mais je ne savais trop qu'en faire. Deuxième proposition, qu'on appelle parfois indépendante, hein, juxtaposée coordonnée. Bon, mais bon, il suffit de dire une proposition coordonnée ou juxtaposée. La phrase P2, je ne savais trop qu'en faire, enfin la proposition P2, je ne savais trop qu'en faire, est elle-même coordonnée par est à la proposition P3. La proposition P3 qui est j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Et cette phrase, cette proposition, pardon, P3, elle contient elle-même une subordonnée dont le sens m'échappait. D'accord? Ensuite, les deux points qui correspondent finalement à une forme de juxtaposition. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Donc, la phrase P4, c'est
Mon grand-père maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant, et elle inclut la phrase P4A, la proposition P4A, qui est une subordonnée si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants. Donc, on a au total une structure de ce type-là, avec, donc, vous voyez, 4 propositions qui sont coordonnées ou juxtaposées, donc qui sont toutes sur le même plan, hein, il n'y a pas de fond de couleur, enfin de fond grisé pour les distinguer. Et à l'intérieur de P3 et P4, vous avez une subordonnée. À l'intérieur de P3, vous avez la subordonnée introduite par don, et puis à l'intérieur de P4, vous avez donc la subordonnée introduite ici par si que, hein, si maladroit que. C'est une subordonnée de type corrélatif, on y reviendra. Donc la structure de la phrase ici, elle est, on peut la représenter de cette façon-là, avec des relations de juxtaposition et de subordination. Hein. Donc ce qui est important, la raison pour laquelle je vous fais travailler sur ce point, c'est que vous voyez bien ces relations d'inclusion. Hein. D'une certaine façon, quand on a plusieurs phrases juxtaposées ou coordonnées, vous voyez que c'est la même chose syntaxiquement, hein, qu'il y ait un « et » ou une virgule, du point de vue grammatical, ça revient au même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on met ensemble juxtaposition et coordination. Mais donc les 4 propositions, P1, P2, P3, P4, sont sur le même plan. Hein. Elles sont toutes les 4 sur le même plan, mais elles sont quand même incluses dans la phrase matrice, si on veut, la phrase graphique P. Et puis, mais c'est une relation d'inclusion où toutes sont sur le même plan. Tandis que P3 et P4A sont incluses dans P3 et P4, mais avec une différence de niveau hiérarchique, puisque P3A est subordonné dans P3 et P4A est subordonné dans P4. Subordonnée, c'est-à-dire qu'elle est incluse dans la phrase à un autre niveau. Hein. C'est cet autre niveau, c'est ça que j'essaye de matérialiser par ce décalage-là, par cette enfin par le fait que je décale à droite P3A, P4A, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Bien, alors, je poursuis avec la dernière phrase. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, ces feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Alors là aussi, on a une phrase un petit peu plus complexe et intéressante. Donc, une phrase globale P qui commence à quelquefois, enfin une phrase globale, je veux dire la phrase graphique, hein, commence à quelquefois et qui termine à champignon, avec une première proposition. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, qui est juxtaposée à tout le reste de la phrase, coordonnée pardon, par « et » à tout le reste de la phrase. Donc, on a P1 coordonné à P2. À l'intérieur de P1, vous avez la subordonnée qui se fendait comme des huîtres, hein, qui est donc là une subordonnée relative. Et puis, dans P2, vous avez aussi de la subordination, 2 subordonnées relatives coordonnées qui buvaient l'encre et sentaient le champignon, où le pronom relatif n'est pas répété, mais évidemment, il y a une élision ici du pronom relatif qui buvait l'encre et qui sentait le champignon. Donc, on a une structure de ce type-là, ici, hein, avec une phrase P1 coordonnée à une phrase P2. À l'intérieur de P1, vous avez une proposition, et à l'intérieur de P2, vous avez 2 propositions. Donc, à l'intérieur de P1, pardon, je précise, vous avez une proposition subordonnée P1A. À l'intérieur de P2, vous avez 2 propositions subordonnées P2A, P2B, qui apparaissent ici comme étant coordonnées par E. Ok, alors, maintenant, je reviens sur les 2 phrases que j'avais laissées de côté. Pourquoi je les ai laissées de côté? Prenons la première. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, 2 points au milieu des livres. Alors, la difficulté ici, vous l'avez vu tout à l'heure quand on a traité les 2 points, on a traité comme une juxtaposition.
Alors, ici, le problème, c'est qu'à droite des deux points, on a quelque chose qu'on ne peut pas considérer comme une phrase au milieu des livres. Hein. On a, soit on l'analyse avec une élision, je la finirai sans doute au milieu des livres. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, deux points, au milieu des livres. Ça signifie je la finirai sans doute au milieu des livres. D'accord ? Donc, on pourrait à la limite dire qu'il y a une deuxième proposition coordonnée avec élision de je la finirai sans doute. Bon, pourquoi pas, hein, on pourrait très bien dire ça. Mais on pourrait aussi dire qu'au milieu des livres serait presque une sorte d'apposition, enfin, pas oui, enfin, une sorte de détachement. Je la finirai sans doute. Pardon, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute. Ah oui, pardon. Le problème de cette deuxième analyse, c'est que, de cette première analyse, pardon, que je viens de faire là, en disant qu'on pourrait dire je la finirai au milieu des livres, c'est que ça néglige le fait qu'au milieu des livres, s'applique également à j'ai commencé ma vie, hein, puisque la phrase signifie j'ai commencé ma vie au milieu des livres, comme je la finirai sans doute, c'est-à-dire au milieu des livres. Donc, vous voyez, bon, je ne veux pas insister, mais cette phrase pose un problème de structure un peu particulier, parce qu'elle est construite d'une manière atypique. Hein. Donc, ça suppose de mobiliser des concepts linguistiques un peu plus, enfin, qui vont très au-delà de ce qu'on utilise ici pour décrire les phrases dans un cadre d'enseignement du français. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'analyse, il y a plusieurs possibilités, mais simplement, je voulais vous signaler le problème. Et puis alors, l'autre phrase, je ne savais pas encore lire que déjà je les reverrai ces pierres levées, c'est ce qu'on appelle ici un cas de subordination inverse. En fait, si vous allez trop vite, vous avez l'impression qu'il y a un que, donc il y a une proposition qui serait la principale, je ne savais pas encore lire, et puis que introduirait une subordonnée. Hein. Mais en fait, pas du tout, parce que la phrase principale, c'est je les révérais ces pierres levées alors que je ne savais pas encore lire. Hein. Donc en fait, la subordonnée, c'est je ne savais pas encore lire, et la principale, c'est je les révérais ces pierres levées. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de subordination inverse. C'est une catégorie, évidemment, qui pose des tas de problèmes. Hein. D'ailleurs, elle est assez proche de la juxtaposition, finalement. Vous pourriez très bien avoir « je ne savais pas encore lire » et déjà, je les reverrai, ces pierres levées. Hein. Vous voyez, donc en fait, ici, on a une espèce de sous-subordination, une espèce d'intermédiaire entre juxtaposition et subordination, qui est, encore une fois, qui est un phénomène complexe qu'on ne peut pas analyser avec les outils de la grammaire scolaire, hein, pas plus qu'on pouvait analyser la première phrase tout à l'heure. Donc, encore une fois, je le signale, mais ça ne sert à rien qu'on essaie d'improviser des choses là-dessus pour l'instant. C'est quand même un problème particulier qui d'ailleurs, bon, n'est pas, enfin, disons, n'est pas vraiment résolu par la caractérisation de subordination inverse, hein, parce que comme je vous le disais, cette prétendue subordination inverse, elle est au fond très proche de la juxtaposition, donc voilà. Il vaudrait presque mieux parler de quasi-subordination plutôt que de subordination inverse, à mon avis. Mais enfin, bon, c'est un point à discuter. Et cette discussion sort un petit peu, si vous voulez, c'est ce que je voulais dire, de l'objectif de notre cours. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Des difficultés que je n'aurais pas soulignées? Ça va? Très bien. Alors, on passe à la suite. Donc, je vous ai rappelé ici les types de phrases, hein, j'en avais parlé rapidement. La seule nouveauté par rapport à ce que vous savez déjà, c'est que le type exclamatif, enfin l'exclamation, n'est pas dans les types de phrases. Alors pourquoi? Mais elle est dans les formes de phrases. Pourquoi? Parce que les types de phrases sont vraiment des types obligatoires. Quand vous prenez une phrase, quelle qu'elle soit, elle est obligatoirement de l'un de ces trois types. Ces types, en fait, correspondent à des actes de langage fondamentaux, et quand vous produisez une phrase,
elle appartient forcément à l'un de ces actes de langage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, la forme de la phrase, enfin, disons, le type apparent ne correspond pas à l'acte de langage réel. L'exemple que j'ai donné ici est classique. Si vous posez la question « Peux-tu me passer le sel ?» Alors, en apparence, c'est une interrogation, d'accord, puisque il y a une inversion du sujet, il y a le point d'interrogation, donc c'est une interrogation. Mais du point de vue pragmatique, du point de vue du type d'acte de langage, on voit bien que c'est une demande, c'est un ordre atténué. Hein. Donc, à cette question, la réponse appropriée, c'est de dire bah, oui, tiens, je te le donne. Hein. C'est de faire un geste et de donner le sel. Hein. Peux-tu me passer le sel? Ce qui montre que, en effet, ça n'est pas une question. Si c'était une question, on répondrait oui ou non et on ferait rien. Comme si on vous posait la question est-ce que tu penses qu'il va pleuvoir demain? Penses-tu qu'il va pleuvoir demain? Bah, vous répondez oui ou non, vous ne faites rien. D'accord? Une vraie question. On répond, bon là, si c'est une interrogation totale à laquelle on peut répondre par oui ou par non, bah, on n'a pas d'acte à faire. Penses-tu qu'il pleuvra demain? Bon, oui ou non. Voilà, c'est une question. Alors que là, peux-tu me passer le sel? Si vous dites oui et que vous ne faites rien, bah, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, la communication, elle échoue. Donc on voit bien que ce n'est pas une question en réalité. C'est une question en apparence, mais du point de vue pragmatique, c'est une demande, un ordre, hein, un ordre atténué si vous voulez, mais ça correspond au type impératif. Bon. Ce serait une vraie question si, par exemple, la personne à qui vous posez la question était loin du sel. Est-ce que tu peux me passer le sel? Ah, je ne sais pas, je vais essayer, je suis un peu loin. Bon, à la limite, bon, mais il faut vraiment, il faut vraiment essayer enfin, il faut vraiment faire des interprétations inhabituelles pour arriver à ça. Bon, donc on a parfois donc des types apparents qui ne correspondent pas au type réel en quelque sorte. Hein. C'est la même chose pour l'interrogation. Vous pouvez très bien, vous le savez, poser une question disons, sans inversion. Vous avez terminé, même à la limite sans point d'interrogation, on pourrait le trouver, et ça aurait l'air d'une phrase de type déclaratif, mais ce serait en réalité une interrogation. Donc il faut se méfier de cet aspect-là, de cette discordance possible entre le type apparent et la valeur pragmatique réelle de la phrase. Alors à côté de ces types de phrases, vous avez donc les formes de la phrase qui, elles, sont facultatives. Donc une phrase, elle n'est pas forcément négative. Hein. Bon, elle n'est pas forcément passive ni forcément exclamative. D'ailleurs, vous voyez que le type exclamatif, il se combine avec les autres, la forme exclamative, excusez-moi, la forme exclamative, elle se combine avec les trois types déclaratifs, interrogatifs ou impératifs. Hein. C'est bon que c'est bon pour la combinaison déclaratif-exclamatif. Avez-vous enfin terminé? Hein, qui pourrait se terminer aussi bien par un point d'exclamation que par un point d'interrogation. Ouvrez la fenêtre, qui n'est pas forcément terminée par un point d'exclamation. Hein. Ouvrez la fenêtre, c'est un impératif. La phrase peut très bien se terminer par un point. Si vous la mettez avec un point d'exclamation, elle sera en plus exclamative. Donc, ça, ce sont les types, si vous voulez, les types et les formes les plus courants. Donc, enfin, les types, ce sont les seuls, hein, les types, mais les formes, là, ce sont les plus courantes. Et à ces trois formes de phrases, il faut ajouter, d'une part, la forme emphatique, donc qui a deux formes principales plus une combinaison des deux, donc l'extraction avec c'est que, mais ça peut être aussi il y a, hein, au lieu de c'est,
par exemple, je sais pas, il y a des choses que je voudrais te dire. Bon, au lieu de je voudrais te dire des choses, il y a des choses que je voudrais te dire. Donc là, j'ai mis juste un exemple avec c'est que, mais ça pourrait très bien être d'autres morphèmes qui sont utilisés pour l'extraction. Donc, l'extraction, on sélectionne, par exemple, le COD dans c'est ta vie que tu joues, à partir de tu joues ta vie, ou bien extraction du sujet à partir de la phrase ton avocate pourra te conseiller, c'est ton avocate qui pourra te conseiller. Donc on peut extraire différents constituants de la phrase. Hein. Et puis le détachement, là, c'est on place en tête de phrase ou en fin de phrase un constituant qu'on veut mettre en relief. Par exemple, si on part de le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux, on obtient un détachement en disant le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Donc, vous voyez qu'il y a un phénomène de mise en relief. Hein. Ton avocate pourra te conseiller, ton avocate, elle pourra te conseiller. C'est ça qu'on appelle le détachement. Donc, dans une phrase comme celle-ci, ton avocate, elle pourra te conseiller. La phrase de base, si vous voulez, c'est ton avocate pourra te conseiller. Et on a un détachement par rapport à cette phrase de base. Et puis ensuite, vous avez la combinaison des deux. Hein. Ce que tu joues, c'est ta vie. Celle qui pourra te conseiller, c'est ton avocate. Donc on combine l'extraction et le détachement. Ensuite, vous avez plus classiquement la forme impersonnelle. Alors on parle de forme impersonnelle quand il y a une alternance possible hein, entre, par exemple, il soufflait un vent de panique soufflait. On peut transformer certaines phrases qui sont à la forme non impersonnelle en forme impersonnelle. En revanche, une phrase comme il pleuvait n'est pas une phrase de forme impersonnelle, mais c'est une phrase avec un verbe conjugué à l'impersonnel, parce qu'il n'y a pas de phrase non impersonnelle correspondante. Donc c'est juste une phrase déclarative qui a un verbe à la voix impersonnelle. Alors que dans « il soufflait un vent de panique », vous avez une phrase non impersonnelle correspondante. Hein, un vent de panique soufflait. Évidemment, il faut que tout ça ait lieu dans la principale. Ensuite, donc, pour la négation, on distingue la négation totale de la négation partielle d'abord. Hein, la négation totale, c'est avec ne pas. Et puis, elle porte sur l'ensemble de la phrase. Hein, alors que la négation partielle peut porter sur différents constituants. Sur le pronom, sur un déterminant, hein, dans aucun détail ne lui échappe, sur un adverbe, elle ne travaille guère, qui serait la négation de elle travaille beaucoup, elle ne travaille jamais, qui serait la négation de elle travaille toujours. Vous voyez, donc, la relation entre négation totale et négation partielle, quand vous partez de elle travaille toujours, la négation partielle de elle travaille toujours, c'est elle ne travaille jamais. Mais la négation totale de elle travaille toujours, c'est elle ne travaille pas toujours. Ensuite, négation exceptive, donc avec ne que, qui n'est pas vraiment, on appelle ça une négation, mais ce n'est pas une vraie négation en réalité. Je n'aime que les films français. Si vous dites je n'aime que les films français, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les films français. Ça veut dire au contraire que vous les aimez, les films français. Donc, pourquoi il y a de la négation là-dedans? Pourquoi on parle de négation exceptive? C'est que lorsque vous dites « je n'aime que les films français », ça veut dire « j'aime les films français », là, il n'y a pas de négation, mais ça nie tout le reste. C'est-à-dire, ça veut dire que j'aime les films français et je n'aime pas les films qui ne sont pas des films français. C'est là que se niche, si vous voulez, la négation exceptive. Alors, bon, bien sûr, la négation, là, on en parle comme étant obtenue par un moyen grammatical, mais elle peut aussi s'obtenir par des moyens lexicaux, comme dans possible, impossible, donc par des préfixes. Et puis, je mentionne, juste pour mémoire, le ne qu'on appelle parfois explétif, alors là, qui ne correspond pas du tout à une négation.
il y a une vague idée négative sous-jacente, mais le ne explétif est totalement facultatif. Hein. Je crains qu'Alice ne parte, on peut très bien dire je crains qu'Alice parte. Dernier problème, le cas des phrases atypiques. Alors, ça, c'est une question qu'on n'est pas obligé de travailler en classe, hein, en particulier en français langue étrangère. Mais simplement, il faut que les professeurs connaissent ce problème pour justement être capables de les éviter quand elles se présentent, hein, dans les textes. Quand vous avez une phrase, quand on parle de phrase non verbale, en général, donc dans l'ensemble, enfin pour la phrase non verbale, on parle d'une phrase qui est dépourvue de forme verbale à un mode personnel. Donc, il n'y a pas de verbe conjugué, si vous voulez, comme on dit parfois. Mais je vous ai expliqué pourquoi je préfère qu'on ne dise pas verbe conjugué, verbe non conjugué. Je préfère qu'on dise un verbe conjugué à une forme personnelle. Et donc, la phrase non verbale, elle comporte toujours deux constituants, un peu l'équivalent du groupe sujet du groupe verbal, mais comme il n'y a pas de groupe verbal, on parle de sujet et de prédicat. Alors, par exemple, si vous dites « excellent ce rôti », en fait, la phrase signifie « ce rôti est excellent ». Mais le verbe être n'apparaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de phrase averbale. Il n'y a pas de verbe dans « excellent ce rôti ». Mais cette phrase, excellent ce rôti, elle est équivalente à ce rôti est excellent. Par conséquent, elle est équivalente à une phrase dans laquelle il y aurait ce rôti sujet et est excellent, groupe verbal. Groupe sujet, ce rôti, groupe verbal est excellent. Comme il n'y a pas de verbe, ben on ne peut pas non plus parler de sujet au sens grammatical, donc on parle simplement de sujet et de prédicat. Ce rôti, sujet, prédicat, excellent. Donc on parle parfois de phrases nominales, mais ce n'est pas une très bonne idée parce que incroyable, dans Alice a démissionné, réponse incroyable. Enfin, quelqu'un dit incroyable. Ça signifie cela est incroyable. Donc ici, incroyable, c'est une phrase non verbale qui est composée là d'un seul élément explicite. Mais en réalité, comme ça signifie « cela est incroyable », ben, on a le prédicat « incroyable » et puis on a un sujet implicite, sous-jacent, hein, qui est « cela », cet événement. Hein, c'est l'événement de sa démission, est incroyable. Bon, donc vous pouvez avoir donc, des phrases non verbales qui sont à deux constituants ou à un seul constituant. Ensuite, vous avez la phrase elliptique, donc qui là correspond simplement au cas où vous avez un élément du contexte antérieur qui permet de compléter la phrase incomplète. Et parce qu'elle est incomplète, on l'appelle atypique. Donc, par exemple, si vous dites « Mais où est donc Pierre à l'étage ?» À l'étage, c'est une phrase elliptique parce que ça signifie « Pierre est à l'étage ». C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure dans le texte de Sartre avec « Au milieu des livres ». On aurait pu parler de phrase elliptique à ce moment-là. Et donc, dans les phrases elliptiques, on a des éléments qui sont omis, mais qui sont effacés, mais qui peuvent être facilement restitués grâce au contexte. Et puis, le dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le mot-phrase. Le mot-phrase, donc, qui est le cas de la phrase non verbale qui a un seul constituant. Pardon, je veux dire, le mot-phrase, elle a un seul constituant, mais elle n'est pas du même genre que ce qu'on a appelé les phrases non verbales à un seul constituant. Les mots-phrases, c'est par exemple oui, non, bonjour, bonsoir, etc. Donc vous voyez bien, principalement des formules de politesse, des adverbes d'affirmation. Bon, c'est un cas vraiment très marginal, hein, mais on est un peu obligé d'en parler. On appelle ça des mots-phrases. Bon. Il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, à mon avis.
Alors, là, je vous avais proposé... Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, on va jeter un coup d'œil sur ce texte, qui là est un extrait du Cousin Pons, enfin 2 extraits du Cousin Pons, à 2 moments différents du roman. Et alors, je vais juste mentionner les points intéressants que j'ai surlignés ici. Donc, vous voyez, j'ai mis en gras les cas ah oui, j'ai mis une négation aussi par erreur, mais c'est pas grave. J'ai mis principalement en gras tous les cas d'incise, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Dit Brunner en rougissant, répondit-elle, répondit naïvement Brunner, dit-il, dit-elle à l'oreille de sa mère qui revint avec Ponce, etc. Vous voyez que c'est quand même très très courant, ce genre de choses, dans les textes littéraires. Bon, alors je ne vais pas commenter à chaque fois qu'on a une phrase tout simplement déclarative, simple, hein. On va parler juste des cas un peu particuliers. Ah, vous apprenez l'allemand, donc ici on a une phrase de type interrogatif. Il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes. Ici, on a un phénomène d'extraction. Ensuite, êtes-vous méchant? Alors, vous voyez, ici, on a une phrase interrogative. Alors, est-ce qu'elle est interrogative? Elle a une apparence d'inversion du sujet interrogative. Elle est de toute façon de forme exclamative. Moi, je dirais que cette phrase « êtes-vous méchant ?» elle est de type déclaratif, hein, parce que ça signifie « vous êtes méchant ». Mais c'est une affirmation atténuée. Et elle a du coup une apparence, en raison de la version du sujet, d'interrogative, mais c'est une phrase affirmative, hein, enfin, je veux dire, oui, déclarative, qui est donc, je dirais, de type déclaratif et de forme exclamative. Ce n'est pas bien, monsieur de Fouillé. Bon, je l'ai noté ici pour la négation. Il y a 2 ans que j'apprends l'allemand. Vous voyez encore un phénomène d'extraction avec « il y a que ». Alors, Cécile, confus, se retourna pour ne pas laisser voir sa rougeur. Vous voyez que j'ai mis en vert « ne pas laisser voir sa rougeur » pour vous dire qu'on n'a pas ici une forme négative au niveau de la phrase, hein, puisque la phrase, c'est « elle se retourna ». Donc, c'est à l'intérieur d'un constituant de la phrase qu'il y a cette négation. Donc, la phrase elle-même n'est pas négative. En revanche, un Allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages. Là, ici, ne pas, eh bien, la négation. Et on a bien une phrase négative avec une négation totale. Vous êtes adorable, donc phrase déclarative de forme exclamative. Alors, celle-ci fit un geste de main qui signifiait « et vous donc ?» Alors, ici, c'est un cas un peu particulier puisque on a une phrase, donc, vous voyez, qui est atypique, hein. Alors, on pourrait considérer, qu'est-ce que ça signifie exactement, « et vous donc ?» Donc, vous êtes adorable, dit-il. Celle-ci fit un geste qui signifiait « et vous donc ?» Donc, vous voyez que l'ensemble de la structure « et vous donc » apparaît comme étant l'objet de signifier, hein, signifier « et vous donc ». Donc, on a une phrase incluse. Et par ailleurs, pour la compréhension de « et vous donc », qui ne comprend pas de verbe, donc, qui est donc une phrase totalement atypique, et vous donc, ça signifie « et vous donc, vous êtes aussi adorable, hein ». Donc, on a là, on peut parler d'une phrase elliptique. Mais c'est clairement une phrase atypique de type elliptique. Et vous donc, qui ne vous aimerait, pardon, et vous donc, qui ne vous aimerait. Oui, on a ce point d'exclamation là qui coupe la phrase.
alors que en fait, c'est évidemment une seule et même phrase. Vous voyez, le problème que pose la définition graphique de la phrase, normalement, quand un point d'exclamation, il signale une fin de phrase. Mais or, là, après le point d'exclamation, le qui a une minuscule, pas une majuscule. Donc, on voit bien que c'est une seule et même phrase. Donc, ce point d'exclamation, bon, grammaticalement, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Hein. Et vous, qui ne vous aimerait, donc ici, on a une interrogative. Avec donc cette structure un peu apostrophe là, et vous donc, qui précède. Hein. Il reste que la phrase complète, et vous donc qui ne vous aimerait, est d'un type un peu spécial, hein, en raison donc d'une part du détachement, de ce détachement de et vous donc, en raison aussi de la présence du point d'exclamation, et donc voilà, ça pose quand même des problèmes. Et on a aussi quelque chose, donc ça va bien ici, encore un point d'exclamation, mais cette fois à l'intérieur d'une phrase graphique, mais dans ce cas-là, on a quand même une incise juste après, donc ça se comprend mieux. Ça va bien, donc avec une forme exclamative au passage. Autre petite chose à commenter, des interrogations. Pourquoi, madame? Que vous est-il arrivé? Ensuite, une phrase interrogative avec négation. Vous ne connaissez pas notre aventure avec ce Brunner. Alors attention, c'est le fils d'un cabaretier allemand. Ici, il faut faire attention pour quand on a des détachements ou de l'extraction, il faut faire attention que le pronom, disons que l'élément démonstratif, c'est apostrophe ici, ne soit pas anaphorique. Or, ici, c'est le fils d'un cabaretier renvoie à Brunner. Hein. Ce Brunner qui est, c'est le fils d'un cabaretier. Donc, le C apostrophe est un pronom démonstratif qui a pour antécédent ce Brunner, etc. Donc, on n'a pas du tout une structure ni d'extraction, ni de détachement, c'est simplement une phrase avec un groupe verbal attributif, et le sujet, c'est le pronom démonstratif C apostrophe. Ensuite, est-ce possible, donc interrogative, vous, si sagace. Hein, alors là, on a une phrase averbale de forme exclamative, vous qui êtes si sagace. Hein. Donc, avec le sujet vous et si sagace qui est le prédicat. Ces aventuriers sont si fins. Donc, ici, on a une phrase déclarative de forme exclamative. Cet Allemand, la même chose. Pour cet Allemand a pour ami un pauvre diable qui joue de la flûte. Phrase déclarative de forme exclamative. Même chose pour « Mais, mademoiselle, votre fille eût bien été malheureuse ». Déclarative avec une forme exclamative. Et comment vous a-t-il été présenté? Phrase de type interrogatif. Voilà, donc, d'une manière générale, si vous voulez, le repérage des types et formes de phrases ne pose pas de difficulté. Vous voyez, reconnaître de l'exclamation, il suffit qu'il y ait un point d'exclamation. L'interrogation, il suffit qu'il y ait un point d'interrogation. Il n'y a rien de plus facile. Les seules petites difficultés viennent donc des phrases atypiques. Mais je n'insiste pas trop parce que, encore une fois, les phrases atypiques, ça n'est surtout pas ce qu'on étudie dans des classes de français. Hein. Surtout pas, on les évite. Et si on a des questions sur ces phrases, on dit oui, c'est une phrase un peu particulière qu'on ne peut pas analyser grammaticalement à l'école, ou dans ce cours, justement parce qu'elle est atypique, elle est, disons, elle ne correspond pas aux structures de phrases habituelles.
Alors, est-ce que vous avez donc des questions sur cet exercice? Oui, moi j'ai une question. Oui, je vous en prie, allez-y. Un doute sur le détachement dans la phrase emphatique. C'est pas forcément le sujet qui est détaché. Ça peut être Ouais, un adverbe, ouais, ouais. Ça peut Et être. dans l'exercice que vous nous avez donné, la phrase vraiment aujourd'hui, disait-elle, on ne saurait prendre trop de précautions. Est-ce que le fait de mettre vraiment, en plus avec aujourd'hui, en début de phrase, est-ce que ce serait Alors, un attendez, détachement? je retrouve le texte. Ça se trouve où exactement dans le Dans texte? le texte qui est là, Ah oui, c'est bon, je le retrouve. Voilà, c'est ici. Voilà, ici. Vraiment, ouais. aujourd'hui, disait-elle. euh, Vraiment, aujourd'hui. Non, parce qu'ici, le détachement est simplement le détachement en tête de phrase du complément circonstanciel. On ne saurait trop prendre de précautions quand il s'agit de mariage aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. Ouais, alors évidemment, la présence de vraiment apporte une complication supplémentaire. Si on avait aujourd'hui, euh, on n'aurait pas ce problème. Hein. Imaginez que vous n'avez pas vraiment. Aujourd'hui, on ne saurait, on peut supprimer aussi, disait-elle, puisque c'est une sorte de parasite, puisque c'est simplement l'incise. Hein. Aujourd'hui, on ne saurait trop prendre de précautions quand il s'agit de mariage. Et on ne saurait trop prendre de précautions quand il s'agit de mariage aujourd'hui. Bon, on a simplement le complément circonstanciel, qui est ici l'adverbe aujourd'hui, qui est en tête de phrase, etc. Euh, pour qu'on ait un détachement, il faut quand même un élément de reprise. Hein. Ton avocate, vous vous souvenez, hein, elle est excellente. Bon, ici, on n'a pas d'élément de reprise. Et avec un adverbe, je sais pas, il faudrait que. Là, j'ai pas d'exemple en tête, je suis pas sûr que ce soit vraiment possible. En tout cas, ici, je suis d'accord avec vous. Le vraiment bloque un peu. Vous voyez, on voit bien qu'avec le vraiment aujourd'hui, on est bloqué dans le déplacement du complément circonstanciel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'agit vraiment d'un phénomène de détachement, à mon avis. Ça ne correspond pas, disons, à la structure du phénomène de détachement, dans la mesure où, pour le détachement, il faut, je vais remonter, si vous voulez, pour que chacun le voit bien. Voilà, quand on parle de détachement, hein, ici, hein, quand on parle de détachement, on a un, un constituant en tête de phrase, par exemple ici, donc, le problème, mais on a une reprise. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Et si on avait simplement le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux, évidemment, on n'aurait pas de détachement. Et puis, par ailleurs, on ne pourrait pas, dans le cas du sujet, comme ça, avoir simplement virgule, le problème, virgule, est que nous ne sommes pas assez nombreux. Ça ne fonctionnerait pas. Et même chose pour ton avocate pourra te conseiller. On a bien ici, pardon, ton avocate, elle pourra te conseiller. Donc, dans la mesure où le détachement est défini à partir de à la fois une position en tête ou en fin de phrase et, et une reprise, eh bien, ce cas de figure-là ne correspond pas à la définition du détachement. Ça va? Pas d'autres questions? Oui, Alors, moi, ah, pardon, euh, allez-y. oui, je me demande si on peut considérer vraiment comme un commentaire énonciatif parce qu'en fait, cela porte sur tout l'ensemble de la phrase. Ouais, ouais, oui, oui, c'est pour ça que ça pose un problème. Hein. Euh, Parce qu'en fait, ce n'est pas le thème de la phrase qui est Tout à détaché. fait, tout à fait. C'est un adverbe énonciatif donc qui indique que le locuteur, ici, émet un jugement sur sa propre énonciation. Son énonciation, c'est aujourd'hui, disait-elle, on ne saurait prendre trop de précautions, etc. Et en plus, elle dit, ce que je suis en train de dire, je le trouve vraiment juste. Hein. Donc, si vous voulez, il y a ces deux niveaux énonciatifs, le niveau de l'énoncé et le niveau de l'énonciation.
Bon, évidemment, on n'en parle pas dans ce cours parce que ça ne fait pas du tout partie, ce genre d'analyse de ce qu'on fait dans les classes. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et je suis tout à fait d'accord. Hein, le vraiment, il caractérise la position de l'énonciateur sur son énoncé. Hein. Ça fait partie de comment dire, de ces adverbes comme naturellement, en effet, vous voyez. Franchement. Franchement, tout à fait. Très bien. Alors, je rappelle le plan du cours avant d'aller plus loin. Donc, normalement, il faudrait qu'on étudie encore les natures de mots et les subordonnés. Bon, on va travailler là sur le nom, le groupe nominal, le déterminant, etc. Mais on va laisser pour ensuite de côté, je verrai si on a le temps de le faire, l'adjectif, le pronom, voilà, parce que le verbe, tout ça, ce sont des choses relativement simples et bien connues, donc je pense que ce n'est pas forcément indispensable d'y insister. À mon avis, en relisant la terminologie, vous pouvez vous débrouiller tout seul. En revanche, il faut qu'on parle des subordonnés, c'est important. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va terminer sur le nom, le groupe nominal. La semaine prochaine, on travaillera sur les subordonnés. Enfin, je vais vous donner un texte, enfin, je veux dire un cours en ligne que vous consulterez et dans lequel il y aura le cours donc, sur les subordonnés. Et je vous donnerai aussi un exercice d'application, bien sûr, pour qu'on puisse faire, donc, comme je vous l'avais dit, une séance d'entraînement. Alors, attendez, je réfléchis là. Il nous reste combien de séances après celle-ci? 3, hein, c'est ça? Oui. Hein, il nous reste 3 séances avant les vacances. Donc, la dernière séance sera utilisée pour l'examen. L'avant-dernière, on fera un examen blanc. Alors, là, il y a, ce que je vous propose, donc, c'est de faire la correction de l'examen que je vous donnerai donc dans le cours de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous mets en ligne le cours avec les subordonnés, plus l'examen blanc que vous aurez le temps de préparer. Et puis, la séance, donc, dans 15 jours, on corrige l'examen blanc. Et on revient un petit peu sur les subordonnés si nécessaire. D'accord? Alors, parlons donc du nom et du groupe nominal. Bon, vous avez lu, ça je n'insiste pas, nom propre, nom commun, il n'y a pas de difficulté. Les déterminants, alors là il y a deux notions théoriques importantes à connaître pour le professeur, hein, pas pour les élèves, qui sont les notions de régulation d'extensité et de régulation d'extension. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour les articles, il y a 3 grands types d'articles, défini, indéfini, partitif. Alors, le partitif, on le voit en général plus tard dans un niveau, parce que ça suppose d'être capable de distinguer des noms massifs et des noms comptables. J'y reviendrai dans un instant. Pour l'article, il y a donc d'abord l'article défini et indéfini. Pas de difficulté particulière, sauf, bon, connaître la notion d'article défini et l'idée, hein, et l'apostrophe pour l'arbre. Pour l'article indéfini, la seule petite délicatesse, c'est que dans certains cas, on ne sait pas si on a affaire à l'article indéfini 1 ou au numéral 1, qui s'oppose à 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Est-ce que c'est 1, on veut dire un seul, par opposition à 2, ou un quelconque? Alors, très souvent, on ne peut pas décider, c'est les deux en même temps. Hein. C'est un seul et quelconque en même temps. Il y a uniquement, dans des contextes désambiguisés, comme quand vous dites, je ne sais pas moi, je voudrais un café, pas 2. Hein. Voilà. Là, c'est clair que vous dites 1, le numéral 1. Alors que si vous commandez un café dans un
on ne peut pas aller au café en ce moment, mais on peut rêver. Si vous demandez un café, vous dites « je voudrais un café », dans ce cas-là, c'est un article indéfini. Alors, une petite aussi chose un peu particulière, mais je crois qu'on en avait parlé à l'occasion d'un exemple, c'est le « de », qui est une forme de l'article indéfini pluriel « des », lorsqu'il y a un adjectif antéposé ou non. Hein. De délicieux fruits au lieu de des délicieux fruits. Donc attention, du coup là, il ne faut pas confondre avec la préposition de. Et puis, également dans le cas de la négation, on a la forme de qui apparaît. Hein. Elle mange des fruits, elle ne mange pas de fruits. Alors, pour les notions d'extension et d'extensité, on peut l'expliquer comme ça. L'extension, la notion d'extension, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Donc, par exemple, c'est ce qui permet de différencier les hyperonymes des hyponymes. Hein. Vous savez, connaissez peut-être ces termes. Véhicule a une extension plus grande que voiture, qui elle-même a une extension plus grande que SUV, par exemple. Bon. Véhicule, par exemple, a une extension plus petite que objet. Hein. L'objet, c'est le mot objet. Ou les mots qui ont la plus grande extension, c'est des mots comme chose, objet, truc, machin. Voilà. C'est pour ça qu'on peut les utiliser avec n'importe quoi. C'est parce qu'ils ont une extension tellement grande qu'on peut les utiliser pour remplacer des mots dont on ne connaît pas le nom ou dont on a oublié le nom. Hein. Bon. Et alors, une fois que vous avez compris cette notion d'extension et du fait qu'il y a des mots qui ont des extensions plus grandes et d'autres plus petites, eh bien, il suffit de remarquer que vous avez deux moyens de réduire l'extension du nom. Soit un moyen lexical, vous changez de mot, comme dans véhicule, voiture, SUV, mais vous avez aussi le moyen grammatical. Par exemple, si vous ajoutez un adjectif, vous passez de voiture à voiture rouge, vous avez fait le même genre de choses que quand vous êtes passé de véhicule à voiture. Vous avez construit un sous-ensemble de l'ensemble des voitures. De même que la voiture, l'ensemble des voitures, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des véhicules. Donc, vous voyez bien que l'expansion nominale, donc rouge par exemple, ou bien un complément du nom, hein, voiture de course, je ne sais pas, eh bien, ces expansions nominales, elles jouent un rôle de régulation de l'extension du nom. Elles réduisent l'extension du nom. Parce qu'évidemment, si on n'avait pas ça, il faudrait un nom spécial pour dire les voitures rouges, hein, comme on a un nom spécial pour passer de véhicule à voiture. Alors, l'extensité, en revanche, c'est plus lié à la notion de quantité. C'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué. Donc, par exemple, l'extensité de 3 voitures, c'est 3. Hein. C'est plus grand que l'extensité de 1 voiture. L'extensité de 2 hommes, c'est 2. C'est plus petit que l'extensité de l'homme. Quand on dit l'homme est mortel, c'est une extensité infinie. Hein. C'est l'homme, c'est tous les hommes, bon, tous les êtres humains. Donc, en gros, pour comprendre le rôle dans le groupe nominal des expansions et des déterminants, eh bien, on peut dire que les expansions nominales régulent l'extension, tandis que les déterminants régulent l'extensité. Alors attention, les possessifs et les démonstratifs, les déterminants possessifs et démonstratifs régulent les deux en même temps. Pourquoi? Parce que quand vous dites mon chapeau, c'est l'équivalent en fait de la combinaison d'un article et d'un complément du nom. Mon chapeau, ça veut dire le chapeau de moi. Donc vous avez l'apport d'un article et puis l'apport de moi qui est comme d'une expansion nominale. Donc les déterminants possessifs, et c'est pareil pour les démonstratifs. Par exemple, si vous dites cette maison, c'est par exemple la maison qui est devant nous. Bon, donc, les possessifs et les démonstratifs régulent les deux en même temps, extension et extensité. Donc, c'est un cas particulier dans les déterminants. Alors ça permet de bien comprendre, hein, vous vous souvenez de la formule du groupe nominal, hein, déterminant plus nom plus expansion. Alors attention, ne vous emmêlez pas les pinceaux entre expansion et extension. Hein. Les expansions nominales, régulation d'extension, déterminant, régulation d'extensité. Donc on comprend mieux comme ça le rôle de chacun des éléments. Alors, quand on examine maintenant le sens des articles, hein, la sémantique grammaticale des articles, on voit que les articles peuvent avoir des valeurs
différente en termes d'extension, pardon, en termes d'extensité. Hein, en termes d'extensité. Quand vous dites « un enfant doit se coucher de bonne heure », c'est un enfant en général. Donc l'extensité, elle est infinie. Tandis que quand vous dites « un enfant entra dans la salle et s'assit sur une chaise », un enfant ou une chaise renvoie à un seul objet ou une seule personne. Donc l'extensité, elle est de 1. Alors c'est pour cette raison qu'on a dans ce schéma, qui vient de la linguistique guillaumienne, une tension entre la généralité, U1, c'est U, ça veut dire universel, hein, et on va vers le particulier. Et là, du particulier à l'universel. Donc, cette première saisie, là, si vous voulez, bon, c'est un moyen, une sorte de moyen mnémotechnique pour se souvenir un peu des valeurs de l'article. Vous avez l'article en français, il peut mais dans d'autres langues, ça marche aussi, il peut se décrire comme ça. Vous avez l'article 1 qui signifie un mouvement de particularisation, et l'article le, un mouvement de généralisation. On passe donc mouvement de particularisation du général ou de l'universel vers le particulier, et mouvement de généralisation du particulier vers l'universel. Et là, c'est un mouvement de pensée, c'est-à-dire, comment dire ça, un mouvement de pensée, c'est une valeur cognitive, hein, si vous voulez. Et ce mouvement de pensée, si vous l'interrompez précocement, eh bien, vous obtenez ici une valeur qui est proche du général, de l'universel. D'où un enfant doit se coucher de bonne heure. Si vous l'interrompez plus tardivement, à ce moment-là, le mouvement il sera allé plus proche du particulier, et donc vous avez une valeur particularisante du type « un enfant entra dans la salle ». Et même chose pour l'article « le », qui commence, lui, dans l'autre sens, qui est un article qui va vers la généralisation. L'enfant, hein, qui désigne un enfant particulier, et puis l'enfant aime la liberté pour dire l'enfant général, qui désigne la généralité. Alors, ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est de voir d'une part que 1 et le, aussi différents soit-il, puisqu'on a un article défini, un article indéfini. Ils ont tous les deux cette particularité d'avoir des valeurs génériques et des valeurs spécifiques, hein, des valeurs de grande généralité et des valeurs très spécifiques. Alors, pourquoi il y a ces deux articles en français? Pour une raison simple, chacun joue un rôle un peu particulier. L'article « le », lui, évidemment, il a la possibilité de reprendre quelque chose qui a été, reprendre par anaphore, quelque chose qui a été d'abord introduit avec l'article 1. C'est pour cette raison qu'il est placé en deuxième position ici dans le schéma, parce que ce n'est pas 1 qui reprend quelque chose qui a été dit avec le, mais c'est le qui va pouvoir reprendre quelque chose qui a été dit avec 1. Donc, si vous voulez, le présuppose qu'il y ait 1 qui existe. Il faut d'abord parler de un enfant dans un texte pour ensuite pouvoir dire l'enfant dont j'ai parlé avant en disant un enfant. Donc, c'est ça qui justifie que 1 soit un antérieur par rapport à le dans ce schéma. Et puis, par ailleurs, on peut distinguer, si vous voulez, deux sortes de généralités. Le 1, la généralité obtenue avec 1, qualitativement, elle n'est pas tout à fait du même ordre que la généralité obtenue avec le. On le voit bien parce que on le voit bien en insistant sur le fait que ici, en fait, même si on est dans le général, on est orienté vers le particulier. Comment ça se voit? Si vous dites un enfant doit se coucher de bonne heure, vous pouvez difficilement imaginer cette phrase autrement que dans une situation où vous vous adressez à un enfant particulier et où vous lui dites, en ayant lui-même cet enfant auquel vous vous adressez comme exemple, hein, un enfant doit se coucher de bonne heure. Par exemple, vous vous adressez à un enfant qui n'a pas envie de se coucher. Hein. Vous dites, c'est l'heure de se coucher, un enfant doit se coucher de bonne heure. Bon. Vous ne lui diriez pas, c'est impossible, vous êtes face à cet enfant, il ne veut pas aller se coucher, vous voulez lui dire que c'est normal que les enfants aillent se coucher de bonne heure, vous ne pouvez pas lui dire, l'enfant doit se coucher de bonne heure. Ça ne marche pas, vous voyez, ça ne marche pas du tout. Vous êtes obligé de dire un enfant pour dire une généralité qui s'applique à un cas particulier. D'accord ? Alors que l'enfant aime la liberté, ça ne s'adresse pas à un cas particulier. C'est une généralité qui est orientée vers le général, comme l'indique bien, est orientée vers l'universel, comme l'indique bien le U2 ici. Bon,
Il y a d'autres différences, mais c'était simplement pour le signaler. Alors, ce que je voulais signaler avec cet exemple, qui vraiment est un exemple typique d'application de la linguistique guillaumienne, que je donne évidemment pour vous, pour votre compréhension à vous, et évidemment pas du tout pour l'appliquer dans des classes de FLE. Hein. Ça, c'est pour le prof, pour qu'il comprenne un peu ce dont il parle et ce qui est en jeu dans les articles. Donc, dans les articles français, il faut d'abord comprendre que, en termes d'extensité, il y a un contraste entre des emplois génériques et des emplois spécifiques. Il y a des cas intermédiaires, mais ça compliquerait les choses, je passe. Il y a donc un contraste en termes d'extensité entre des emplois génériques et des emplois spécifiques. Mais, en plus, à l'intérieur, quand on regarde qualitativement à l'intérieur des emplois génériques ou à l'intérieur des emplois spécifiques, il y a des différences. C'est-à-dire que le spécifique, hein, vous savez bien qu'on peut employer l'article le dans sa valeur spécifique, soit par un aphore, donc dans un exemple du type que j'ai indiqué ici en S3, un enfant, vous parlez dans un texte d'un enfant, puis ensuite vous dites l'enfant. Bon, ça c'est une reprise anaphorique. Bon, c'est pas possible avec l'article indéfini, une reprise anaphorique. De même, le déictique. Hein, vous pouvez très bien employer l'article défini le du français en emploi spécifique dans un cas déictique. Par exemple, si vous dites à quelqu'un ouvre la fenêtre, c'est la fenêtre qui est là dans la situation d'énonciation. C'est un déictique. Hein, c'est un emploi déictique de l'article défini. Donc, ça fait partie des extensités spécifiques de l'article défini. Bon, c'est une valeur qui n'est pas du tout possible avec l'article indéfini, hein, qui est plus de l'ordre du prélèvement dans quelque chose. Bon. Donc, on a des différences en termes d'extensité et à l'intérieur de chaque extensité, qu'il s'agisse de l'extensité spécifique ou de l'extensité générique, il y a des nuances subtiles entre un et le à chaque fois. Mais ça, bon, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête, mais on ne l'étudie pas tel quel hein, en classe. Il suffit que les enfants ou les élèves, les apprenants soient capables d'identifier un ou le comme des déterminants hein, et comme une sous-catégorie de déterminants qu'on appelle les articles. Alors ensuite, vous avez les formes contractées de l'article défini, hein, A plus le, etc. Bon, ça c'est connu. Et alors ensuite, il y a la question du partitif, qui est délicate parce que le partitif, ça suppose d'être capable de faire la différence entre les noms massifs et les noms comptables. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un nom massif? Il y a deux sortes de noms massifs, soit des noms massifs concrets, soit du type du pain, de l'eau, de la limonade, etc. Bon. Soit des noms massifs du type abstrait, du courage, de la patience, etc. Alors, à quoi on reconnaît un nom massif? Ben, il y a deux tests. D'une part, disons, la distinction hein, entre les noms massifs et les noms comptables repose sur deux tests. On peut utiliser deux tests. D'une part, le test de la division. Un nom massif, vous pouvez le diviser sans qu'il perde son identité. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un nom comptable. Par exemple, vous prenez une chaise, c'est un nom comptable, une chaise. Si vous prenez un morceau de chaise, c'est plus une chaise. C'est un dossier de chaise, un pied de chaise, ce que vous voulez. Si vous prenez un animal, je ne sais pas, un bœuf, un morceau de bœuf, ça va être une tête de bœuf, une patte de bœuf, ce que vous voulez, mais ça ne sera pas un bœuf. En revanche, si vous prenez du vin, bah, un petit peu de vin, c'est toujours du vin. Si vous prenez du courage, un petit peu de courage, c'est toujours du courage. Donc, les noms massifs, quand vous les divisez, ils peuvent se diviser. S'ils sont massifs, en fait. Il n'y a pas de, si vous voulez, oui, ils ne perdent pas leur identité quand on les divise. Alors qu'évidemment, les noms comptables, ils perdent leur identité. Et puis, par ailleurs, il y a ce qui justifie le terme de comptable. On peut les compter, les noms comptables, ce qu'on ne peut pas faire avec les noms massifs. Alors, par exemple, si vous dites il y a de la boue par terre, hein, de la boue, c'est massif, un petit peu de boue, c'est toujours de la boue. Vous ne pouvez pas dire il y a une boue par terre ou il y a deux boues par terre. D'accord ? En revanche,
s'il y a une chaise, je sais pas moi, il y a une chaise sur le trottoir, vous ne pouvez pas dire il y a de la chaise sur le trottoir. Hein. Vous pouvez dire il y a une chaise, ou il y a deux chaises, il y a trois chaises sur le trottoir. Donc, vous avez un premier système, c'est un premier niveau d'analyse. Hein. Dans un premier niveau d'analyse, vous avez d'un côté les noms comptables, de l'autre côté les noms massifs. Et les partitifs ne s'emploient qu'avec les noms massifs. Et avec les noms comptables, on utilise l'article indéfini. L'article défini, lui, il peut s'employer indifféremment avec les massifs et avec les comptables. Mais en gros, l'article partitif, c'est ce qui sert d'article indéfini pour les noms massifs. L'article indéfini, on l'utilise avec les noms comptables, à dire j'ai besoin d'une chaise. Il faut une chaise. Vous n'allez pas dire il faut de la chaise. Donc, vous utilisez des indéfinis avec les noms comptables, pas des partitifs. Et avec les noms massifs, vous ne pouvez pas utiliser les articles indéfinis. Vous ne pouvez pas dire il y a une boue par terre. Donc, vous utilisez les articles partitifs. Donc, il y a une sorte de répartition comme ça. Hein. L'article indéfini, il ne marche qu'avec les noms comptables. Et pour les noms massifs, à la place de l'article indéfini, on met le partitif. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Ensuite, il y a un autre niveau d'analyse qui inverse un peu la chose, qui complexifie un tout petit peu, en disant, mais en fait, ce n'est pas tellement le nom qui va sélectionner l'article, c'est plutôt l'article qui va me transformer mon nom en massif ou en comptable. Exemple classique, vous prenez le bœuf. Bon, un bœuf, c'est quoi? C'est massif ou comptable? Ben, c'est comptable, puisque quand vous prenez un bœuf, si vous prenez, comme je vous le disais tout à l'heure, un morceau de bœuf, ça va être une patte de bœuf, une tête de bœuf, etc. Si vous avez des bœufs dans un pré, vous dire il y a un bœuf, il y a deux bœufs, il y a trois bœufs, vous pouvez les compter. Il n'y a pas de problème. Bon. En revanche, si vous dites j'ai mangé du bœuf, vous allez me dire bah oui, mais on peut dire j'ai mangé du bœuf avec un article partitif du. Oui, mais dans ce cas-là, c'est plus du bœuf au sens de l'animal, c'est de la viande de bœuf. Or, la viande de bœuf, bœuf au sens de la viande de bœuf, c'est massif, puisque un petit peu de viande de bœuf, c'est toujours de la viande de bœuf. Et si vous dites j'ai mangé du bœuf, vous ne pouvez pas dire j'ai mangé deux bœufs, plusieurs bœufs. Bon, donc en fait, là vous commencez à comprendre que ça va être non pas le nom qui va sélectionner, avec ses propriétés massives ou comptables, qui va sélectionner l'article indéfini ou partitif, mais c'est l'indéfini ou le partitif qui va transformer le nom en nom massif ou comptable. Mais le nom, au départ, il a quand même une valeur. Hein. C'est-à-dire, par exemple, le bœuf, au départ, c'est quand même un nom comptable, sans hésitation. Pour fabriquer de la viande de bœuf, de toute façon, il faut d'abord un bœuf. Hein. Vous ne pouvez pas fabriquer un bœuf avec de la viande de bœuf. Ça marche dans l'autre sens. Donc, là, on fabrique bien du comptable, du massif à partir de comptable. Mais l'opération inverse est possible. Si vous dites j'ai bu de la bière, bon, de la bière, c'est massif, puisque un petit peu de bière, c'est toujours de la bière. Mais on sait bien que vous pouvez dire j'ai bu deux bières. Mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? Vous avez transformé le massif en comptable, parce que deux bières, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit deux bouteilles de bière, soit deux pintes de bière, je ne sais quoi, deux verres de bière. Ouais, c'est le contenant dont vous parlez. Enfin, la bière, elle est transformée en nom comptable parce que vous prenez en considération un contenant. Alors, ça peut être le contenant, mais ça peut être un type aussi. En particulier, si vous dites j'ai bu deux vins, quand vous dites j'ai bu deux vins, c'est pas comme j'ai bu deux bières. Deux vins, ça va être deux types de vins. Et là encore, c'est une autre façon de transformer du massif en comptable. Mais on a bien du massif au départ. Donc, les noms, indépendamment de leur emploi, ils ont intrinsèquement une valeur massif ou comptable. Bœuf, c'est massif. Bœuf, c'est comptable. Vin, c'est massif.
Mais en emploi, selon que vous utilisez un indéfini ou un numéral ou un partitif, eh bien, votre nom qui était au départ massif ou comptable, il va pouvoir se transformer dans le nom de type opposé. Et ça marche aussi avec le courage et la patience. Hein, parce que pour du courage, mais c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas dire il faut un courage. Hein, ça ne marche pas, l'article indéfini tout seul. En revanche, vous pouvez dire il faut un courage extraordinaire pour faire ça. Donc là, vous êtes dans un type de. Hein, exactement comme tout à l'heure, j'ai dit on peut avoir un type de vin. Quand je dis j'ai bu 2 vins, hein, eh bien, vous obtenez là, avec j'ai bu 2 vins, 2 types de vins, vous avez une transformation de massif en comptable. Mais c'est la même chose pour quand vous passez de courage à un courage extraordinaire. Voilà. Alors attention, là aussi il y a des confusions à ne pas faire. Évidemment, du, quand vous dites il mange du pain, bon, là c'est clair, c'est un article partitif, il mange quelque chose, hein, c'est un COD du pain. Mais si vous dites par exemple il parle du pain, bon, c'est un peu bête comme phrase, hein, mais peu importe. Il parle de quelque chose. Là, dans ce cas-là, si vous dites « il parle du pain », par exemple pour dire que ce pain est excellent, bon, il parle du pain, là, c'est l'article défini contracté de plus le, parce que c'est il parle de quelque chose. Donc, ne pas confondre du partitif avec du de plus le, et de même ne pas confondre le de là dans il boit de la limonade, qui est un partitif féminin, avec la simple suite de prépositions plus là, article défini, qu'on aurait par exemple, je sais pas moi, la maison de la voisine. Alors, ensuite, le possessif, bon, comme je vous disais tout à l'heure, la possession, ça inclut à la fois l'idée véhiculée par un article défini, plus une valeur de personne. Hein. Mon chapeau, c'est le chapeau de moi. Bon. Bon, petit détail, en français, là, il y a cette particularité avec, lorsque vous avez un nom qui commence par une voyelle, on ne peut pas dire ma, un nom féminin qui commence par une voyelle. Hein. On ne peut pas dire ma ami, donc on dit mon ami. Ouais, c'est une petite bizarrerie spéciale du français, mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Juste là, faites attention à ne pas confondre le leur pronom et le leur déterminant possessif. Et enfin, le démonstratif, qui lui aussi est l'équivalent d'un article plus d'autre chose. Par exemple, ces arbres, ce sont les arbres dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire les chênes. Regarde ces arbres, c'est les arbres qui sont ici. Donc, encore une fois, j'ai l'information véhiculée par un article plus celle véhiculée par quelque chose qui serait une expansion nominale. Rapidement, je rappelle les différents autres types de déterminants. Alors, le déterminant numéral, 1, 2, 3, etc. Les déterminants indéfinis qu'on peut classer en fonction de la quantité nulle, approximative, totale, hein, aucun. Attention, j'entends quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro. Hein, merci de vérifier. Pardon. Donc, la quantité partielle, certains, plusieurs. Quantité approximative, vous voyez, la quantité approximative exprimée par les indéfinis, elle peut être une quantité vague, faible, quelque, mais ça peut être beaucoup de, hein. Mainte, ici.
Bien. Et puis la quantité totale. Donc, vous voyez, ça va de 0 à l'infini, hein, la valeur, l'extensité. Là c'est une différence d'extensité. Hein, si vous avez bien compris tout à l'heure la différence entre extension et extensité, ce qui différencie les déterminants indéfinis, c'est une valeur d'extensité. Et puis ensuite, vous avez le déterminant interrogatif, déterminant exclamatif, qui sont quels, hein, bon, combien, là, qui sont des choses, au fond, relativement marginales. Alors, il restait cet exercice, identifier les déterminants, dans le même extrait de Sartre. Alors, je vous indique en gras les choses qu'on pouvait relever. J'espère que je n'en ai pas oublié, vous me le signalerez si j'en ai oublié. Bon, vous voyez, là aussi, il n'y a pas, quand il s'agit simplement d'identifier les déterminants, il n'y a pas de grande difficulté. Là où c'est difficile, plus difficile, c'est quand on veut donner la valeur précise des déterminants. Mais identifier pour savoir si un déterminant est un article défini, indéfini, un possessif, un démonstratif, un déterminant indéfini, attention, ne confondez pas article indéfini et déterminant indéfini, c'est relativement simple, sauf quand on a des formes comme du, des, etc. Alors, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, déterminant, pardon, possessif, au milieu des livres. Là, c'est 2 plus le, donc c'est l'article défini contracté les, le bureau, le article défini, mon grand-père, déterminant possessif, une fois l'an. Alors, une fois, là, c'est le numéral, hein, une fois l'an. La rentrée d'octobre, article défini, c'est Pierre Levé, déterminant démonstratif, des briques, article indéfini pluriel, les rayons, la bibliothèque, l'article défini, la prospérité, article défini, notre famille, possessif, un minuscule sanctuaire. Alors, dans un minuscule sanctuaire, on peut considérer ici qu'on a affaire à un article indéfini. La permanence, le passé, article défini. Mes mains, leur poussière, ce sont des déterminants possessifs. Chaque jour, déterminant indéfini. Des cérémonies, indéfinies pluriel. Alors, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, la seule petite difficulté, c'est de ne pas confondre le D de des cérémonies à des dans des livres, hein, par exemple. Le sens, le article défini. Mon grand-père, ma mère, ses gants, déterminant possessif. Ces objets culturels, déterminant démonstratif, une dextérité d'officiant, article indéfini, 1000 dans 1000 fois, c'est le déterminant numéral, hein, vous voyez, une fois l'an, 1000 fois. Un air absent, article indéfini, le tour de sa table, le article défini, sa déterminant possessif, la pièce, article défini, 2 enjambées, déterminant numéral, un volume, article indéfini, le temps de choisir, article défini. Attention, le feuilleté, le ici est un pronom, hein, pas un article, puisqu'il n'y a pas de nom derrière. Son fauteuil, déterminant possessif, un mouvement combiné du pouce et de l'index. Ah, là j'ai oublié, si j'ai mis en gras l'index. Un article indéfini, du pouce, là c'est 2 plus le, c'est pas le partitif, hein, c'est l'article défini contracté, de l'index, article défini, un coup sec, article, bon, alors là on peut hésiter entre le numéral, c'est peut-être plutôt le numéral, hein, un coup, un seul coup, mais on pourrait dire article indéfini, comme je vous l'ai dit souvent, on ne peut pas trancher. La bonne page, article défini, un soulier, article indéfini, ces boîtes, déterminant démonstratif, comme des huîtres, article indéfini pluriel, la nudité, article défini, leurs organes, déterminant possessif, des feuilles blêmes, article indéfini pluriel, l'encre, le champignon, article défini singulier. Alors après, on pourrait, si on voulait approfondir l'analyse, examiner les valeurs des démonstratifs ou des définis. Par exemple, est-ce qu'on a un démonstratif de type déictique, anaphorique, etc. Hein? Donc là, on voit bien ces pierres levées, ce sont les livres dont on parle avant. Donc j'ai un démonstratif ici anaphorique. Ces objets culturels, là aussi, hein, ce sont des démonstratifs anaphoriques. Ces boîtes également. Ici, on a pratiquement que des anaphores.
Voilà, donc je suis allé un petit peu vite, hein, mais je pense que là, c'est quand même un cas assez facile. Donc, est-ce que vous avez des questions, oui, sur la correction de cet exercice? Non? Et alors, est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ce qu'on vient de voir au niveau du cours aujourd'hui? Bon, alors écoutez, très bien, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Pour la semaine prochaine, je vous donne donc, comme je vous l'ai dit, là je vais mettre évidemment le PowerPoint en ligne, enfin disons l'enregistrement du cours en ligne. Et puis, alors attendez, je vais quitter le mode plein, le partage d'écran. Donc, je vais mettre la semaine prochaine en ligne. Donc, ce sera le dernier élément de cours. Vous pouvez dès maintenant, d'ailleurs, regarder le chapitre sur les subordonnées dans la terminologie. Bon, je vais faire une sélection et je vais vous donner des éléments de cours principaux pour ça, sur les subordonnées. Hein. Ce sera le dernier gros morceau à voir. Et puis donc, dans ce que je vais vous mettre en ligne la semaine prochaine, mais je vais essayer de le mettre en avance, hein, je vais essayer de le mettre là, pour celles ou ceux d'entre vous qui pourraient y travailler en avance. Donc, je vais mettre non seulement les compléments de cours sur la subordination, éventuellement un petit exercice spécialisé uniquement sur les subordonnées, et je vous mettrai aussi un sujet d'examen blanc. Vous pourrez essayer, comme vous voudrez, soit vous le faites en temps libre, soit vous essayez de le faire vraiment en 2 heures. Ce sera un vrai sujet d'examen, hein, un sujet, je vais essayer d'en retrouver un dans les années antérieures, que j'ai déjà posé. Et donc, on le corrigera en détail dans 15 jours. Hein, et comme ça vous laisse le temps de finir d'assimiler les notions. On s'entraîne dans 15 jours, et puis la semaine d'après, on fait l'examen final. D'accord ? Bon, ben écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention. J'espère que ça va quand même, malgré ce semestre un peu décevant, j'imagine, surtout pour les étudiantes et étudiants espagnols qui sont venus exprès en France, tout ça pour rester enfermés dans un appartement, c'est quand même pas de chance. Mais vous reviendrez à une autre occasion. Voilà. Donc, à bientôt et bon courage pour la suite de votre travail. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.